Enjeux et défis du changement climatique pour le continent africain et lien avec la transition énergétique. Donc, la question du changement climatique n'est pas une question nouvelle, c'est en fait une question un peu politiquement ancienne, puisqu'elle a été mise au haut de l'agenda politique dans les déclarations du sommet de Rio en 1992, où il avait été convenu, dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, que selon un principe dit de responsabilité partagée mais différenciée, l'ensemble de la communauté internationale devait s'engager à limiter les modifications et les conséquences des activités humaines sur l'évolution du changement climatique de manière à ce qu'il ne soit pas altéré de manière irréversible et qu'il ne n'hypothèque pas la qualité de vie et les capacités de vie sur Terre des générations futures. Dans le cadre de cette Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, comme je viens de le dire, la base a été le principe de responsabilité partagée mais différenciée, c'est-à-dire les pays du Nord, il y a une responsabilité historique plus forte, puisque c'est eux qui ont émis le maximum d'émissions de gaz à effet de serre pendant les dernières décennies, en fait depuis la révolution industrielle, devaient s'engager à réduire de manière significative leurs émissions avec une trajectoire allant d'un effort modéré mais constant et de plus en plus ambitieux. À l'inverse, les pays dits en développement avaient l'opportunité, le droit, j'ai envie de dire, la possibilité de se développer tout en émettant des émissions de gaz à effet de serre, tout bêtement parce qu'ils n'étaient pas responsables des aléas du changement climatique, sachant que en contrepartie, les pays dits développés, les pays du Nord, devaient procéder à un accompagnement technique, politique, organisationnel et financier, de manière à ce que ces pays se développent sur des trajectoires sobres en carbone. Fort de ce constat, fort malheureusement, au fil des années, la science a fini par acquérir de plus en plus de certitudes et de données qui confirment la responsabilité de l'homme, la responsabilité dite anthropique, sur les modifications du changement climatique, et donc les conséquences du changement climatique, étant donné, bien évidemment, deviennent de fait la responsabilité pleine et entière de l'activité humaine. Et malheureusement, au prorata de cette connaissance scientifique qui s'est renforcée d'année en année, la décision politique n'a pas été tout à fait à la hauteur des engagements pris, puisque la première convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a été adossée quelques années plus tard à un protocole dit de Kyoto. Ce protocole qui devait limiter par rapport à une année dite de référence de 1990 les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés sur la période 2008-2012 avec une réduction de 5,2%. Ces engagements n'ont pas été tenus et globalement, même pire, la première période s'est terminée fin 2012 et n'a pas donné lieu à une reconduction sur la base de plusieurs désaccords assez marqués entre les différents groupes de pays. Alors cette réalité, finalement, ça s'est traduit par un discours politique qui peine à prendre la mesure de l'ambition et de la hauteur des engagements, que ce soit sur les mesures d'atténuation, donc pour eux, ou que ce soit pour les mesures d'accompagnement de nos amis du Sud. Les pays donc continuent à négocier sur un scénario de stabilisation de l'augmentation de la température moyenne à plus de degrés, alors que le fait scientifique et la connaissance scientifique nous expliquent d'année en année que nous sommes plutôt sur des trajectoires de 4, 5, voire 6 degrés, avec des conséquences potentiellement catastrophiques, irréversibles et cataclysmiques. Je mets entre guillemets, il s'agit des mots de la Banque mondiale à la fin de l'année 2013. Alors, pour faire un petit zoom sur l'Afrique, elle est au cœur des enjeux, mais de fait, elle a une des plus faible responsabilité historique sur les conséquences du changement climatique et sur les origines du changement climatique. Et pour autant, elle va faire partie des continents les plus marqués, les plus affectés, que ce soit parce que mécaniquement, elle fait partie des zones considérées comme des points chauds, donc ce qu'on appelle en anglais des hotspots, et deuxièmement, parce que les conséquences vont être extrêmement importantes, que ce soit sur la production agricole, que ce soit sur la protection et la conservation de la biodiversité, que ce soit sur la ressource en eau, et donc tout ça cumulé, plus des événements extrêmes, plus déjà des problèmes inhérents, malheureusement au retard de développement de l'Afrique, fait que le continent africain va être particulièrement vulnérable et particulièrement affecté. Alors,
En complément, il faut aussi rappeler que actuellement nous n'avons pas d'accord international climat et que le seul accord qui est actuellement en cours de négociation, c'est un potentiel protocole qui serait mis en œuvre en 2020, devant être approuvé en 2015 et qui serait ambitieux, qui serait contraignant et qui s'opposerait à l'ensemble des parties, c'est-à-dire l'ensemble des pays, qu'ils soient développés, en développement ou industrialisés. Et cette espèce de carence dans l'agenda international est source de beaucoup de problèmes parce que bien évidemment on voit qu'il y a un grand écart entre la science qui nous explique les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et d'un autre côté l'engagement politique qui continue à rester sur une discussion potentiellement apte à maintenir à plus de degrés l'augmentation de la température moyenne alors que nous n'avons aucun accord sur la table. Donc pour conclure, ici, dans le cadre de cette formation sur l'environnement construit, l'idée n'est pas de couvrir l'intégralité de la question climatique. L'idée est de regarder comment l'environnement construit peut contribuer d'une part à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, comment l'environnement construit doit aussi prendre en compte l'adaptation, c'est-à-dire anticiper les contraintes à venir sur les questions climatiques et les modifications que cela va apporter sur les besoins en énergie, en ressources, en eau, déjà fort, mais d'autant plus important compte tenu de l'évolution attendue du nombre d'urbains en Afrique. Et enfin, ici, nous devons aussi aborder la question de la résilience, c'est-à-dire dès lors qu'on construit un bâtiment et ou un espace à vivre, une ville, et bien évidemment, il doit être résilient, ça veut dire qu'il doit être capable d'absorber, d'anticiper les contraintes à venir, toujours en produisant évidemment un espace à mieux vivre, sobre en ressources, efficace en énergie, utilisant des ressources dites renouvelables et bien évidemment créant une attractivité économique et du lien social. C'est un peu tout l'enjeu de cette intervention qui était de replacer en termes de contexte ces enjeux pour qu'on comprenne bien que l'environnement construit n'est pas déconnecté, il participe tant à la mise en place du problème, cette augmentation du nombre d'habitats et de besoins énergétiques et en termes de ressources, mais aussi que dans une forte manière, il peut contribuer à la mise en place des solutions pour à minima apporter un mieux vivre, tout en contribuant à limiter les impacts du changement climatique et bien évidemment à en limiter aussi les causes. Merci.